Prescrire un examen biologique, c'est un acte du quotidien, mais aussi une vraie responsabilité. Dans Biomédicalement Vôtre, on prend le temps de décrypter ensemble la juste prescription à partir de situations concrètes, de retours de terrain et d'échanges entre professionnels de santé. Bienvenue et bonne écoute. Le déficit en alpha-1 antitrypsine est une maladie génétique aux conséquences bien réelles. Atteinte pulmonaire précoce, atteinte hépatique parfois sévère chez l'adulte comme chez l'enfant. Face à une suspicion clinique, la tentation est grande d'aller directement chercher les mutations les plus fréquentes par biologie moléculaire. Mais est-ce toujours pertinent ? Et surtout, est-ce toujours indiqué ? Dans cet épisode de Biomédicalement Vôtre, on va revenir sur la stratégie diagnostique du déficit en alpha-1 antitrypsine avec Simon Saman, biologiste médical au sein du laboratoire Cerba. Bonjour Simon. Bonjour Abla. Justement, nous écoutons tout de suite la question de Valérie, médecin généraliste à Lorient. Bonjour, j'ai un patient de 52 ans avec une BPCO modérée, il est non-fumeur, et je souhaite prescrire directement une recherche des mutations S et Z du gène SERPINA1, sans dosage préalable, aucun cas familial connu. Est-ce la bonne démarche ? Alors Simon, au Cerba, vous êtes labellisé laboratoire de biologie médicale de référence pour le déficit en alpha-1 antitrypsine depuis 2021. Et donc, quelle est votre réponse pour Valérie ? Je lui dis non, désolé Valérie, ce n'est pas la bonne démarche. Très bien, et nous allons comprendre pourquoi durant l'épisode. Pour commencer, Simon, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un déficit en alpha-1 antitrypsine ? Le déficit en alpha-antitrypsine est un trouble métabolique héréditaire causé par des variants délétères du gène SERPINA1 qui entraînent la réduction de la concentration sérique ou la formation des protéines dysfonctionnelles de l'alpha-antitrypsine. L'alpha-antitrypsine est produite principalement par le foie. Son rôle physiologique est de protéger les tissus et en particulier les poumons des actions protéolytiques de certaines enzymes comme l'élastase des neutrophiles. La prévalence de la maladie selon les cohortes varie entre 1 sur 1600 et 5000 en Europe occidentale et aux États-Unis. Donc c'est une pathologie assez sous-diagnostiquée. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Le déficit en alpha-antitrypsine reste largement une maladie sous-diagnostiquée car les symptômes, que ce soit pulmonaires ou hépatiques, sont peu spécifiques et souvent attribués à des maladies plus fréquentes, sans oublier l'hétérogénéité de la sévérité et l'âge de l'apparition. Par exemple, 2 patients porteurs de même variant pathogène, l'un peut avoir une maladie qui reste silencieuse ou peu sévère et d'autres qui se manifestent en période néonatale. Un deuxième facteur, c'est la concentration qui peut être faussement normale dans un contexte inflammatoire ou infectieux, sans parler de la disparité d'accès aux tests spécifiques comme le phénotypage ou le génotypage, qui est en soi un frein puisque c'est de la génétique et on a beaucoup d'appréhension, surtout dans un contexte d'études familiales. Concrètement, Simon, dans quelle situation clinique faut-il évoquer un déficit en alpha-1 antitrypsine ? L'emphysème reste le signe d'appel principal, mais reste aussi important d'explorer la piste d'un déficit en alpha-antitrypsine quand on aura écarté l'asthme chez les patients les plus jeunes et la BPCO chez les patients les plus âgés. Côté foie, quand on a une élévation des enzymes ou une fibrose avec des marqueurs non invasifs, le déficit en alpha-antitrypsine est un diagnostic différentiel des maladies plus rares comme l'hémochromatose, la maladie de Wilson ou des hépatites chroniques d'origine virale ou auto-immune. Et quel est le tout premier examen à demander ? Lorsqu'on a une suspicion d'un déficit en alpha-antitrypsine, on commence toujours par réaliser le dosage sérique et impérativement à distance de tout contexte inflammatoire ou infectieux. Pourquoi ? Parce que l'alpha-antitrypsine reste un marqueur de la phase aiguë. Il peut être donc artificiellement élevé dans certains cas. Il faut l'interpréter avec prudence, surtout pendant la grossesse, chez des patientes sous contraceptifs oraux ou chez les cancéreux. Les PNDS de l'HAS de 2022 recommandent la réalisation d'un phénotypage par isoélectrofocalisation pour toute concentration inférieure à 1,1 g par litre. Cette analyse reste délicate, mais elle permet la détection spécifique des allèles les plus fréquents, M, S et Z. Le génotypage reste techniquement possible en cherchant les mutations ciblées comme Valérie souhaitait faire, mais ce n'est pas ce qui est préconisé. C'est le séquençage complet du gène SERPINA1 qui s'impose, mais en 3e intention, quand le phénotypage est en faveur d'un profil ininterprétable ou inhabituel,
ce qu'on appelle un déficit avec un tracé atypique et des taux sériques abaissés, ou quand on a des discordances entre le résultat de dosage et celui de phénotypage. Est-ce que vous voyez souvent des demandes de recherche de mutations S et Z en première intention ? Souvent non, mais ça arrive. Et pourquoi est-ce problématique de commencer directement par la biologie moléculaire ? Pour 2 raisons. D'abord, le séquençage complet est une technique plus performante. Elle permet l'identification avec précision de l'ensemble des variants, y compris les plus rares comme M. Malton, qui entraînent les mêmes conséquences cliniques que les plus répandues comme le ZZ. Et puis, concrètement, il n'y a pas d'acte de cotation à la nomenclature qui permet la réalisation de cette recherche ciblée hors contexte d'études familiales chez un apparenté d'un cas index chez qui on a déjà identifié ces variants. Donc Simon, si je comprends bien, le déficit en alpha-1 antitrypsine est un trouble métabolique héréditaire qui est sous-diagnostiqué avec une symptomatologie pulmonaire ou hépatique qu'on retrouve chez l'adulte ou chez l'enfant. L'examen de première intention est le dosage de l'alpha-1 antitrypsine et la recherche ciblée des mutations n'est indiquée que chez les apparentés de cas index. C'est exactement ça. La génétique moléculaire est en dernier recours en cas de phénotypage non concluant. Elles viennent confirmer sur le plan moléculaire la suspicion clinique, mais elles ne doivent pas être utilisées en première ligne. Très bien. C'est le moment de la question rituelle. Avez-vous, Simon, un cas qui vous a particulièrement marqué ? Oui, c'est arrivé il y a 2 ans. Face à un dosage abaissé à peu près de moitié, le médecin a prescrit le phénotypage. On rend un phénotypage normal, on a trouvé les tracés des 2 allèles MM. Le médecin s'entête et il prescrit le séquençage complet du gène SERPINA1. Et en effet, on trouve une délétion à l'état hétérozygote. En gros, il y a un allèle tout à fait normal et le deuxième, il est absent, ce qui explique la division de 2 de taux sériques et la symptomatologie clinique. Donc, il vaut mieux toujours se fier à la clinique dans ce genre de circonstances. Très intéressant. Eh bien, un grand merci Simon d'avoir été là. Merci Abla, avec plaisir. Vous souhaitez suivre nos actualités ? Inscrivez-vous à notre newsletter et abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à consulter les ressources mises à votre disposition dans la description de l'épisode. Et envoyez-nous vos questions à biomédicalement-vôtre@lab-serba.com. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Biomédicalement Vôtre.